Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24 consacré aujourd'hui au Yémen, pays où souffle depuis 4 mois le vent du printemps arabe et dont le destin hésite entre guerre civile et transition pacifique. Depuis le départ en Arabie Saoudite du président yéménite Ali Abdallah Saleh le 4 juin dernier, la toute-puissante tribu des Hachèdes espère se saisir du pouvoir. Mais le clan du président Saleh résiste et la rue n'a pas dit son dernier mot. Et pour comprendre les enjeux de cette crise, avec nous en plateau Franck Merguimet, chercheur au CNRS à Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce week-end, des milliers de jeunes sont allés manifester leur joie quand ils ont appris que le président Saleh avait quitté le pays pour aller se soigner en Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils ne se sont pas réjouis un petit peu trop tôt? Et finalement, il n'y a pas eu de vacances du pouvoir. C'est le vice-président qui a repris un peu la main et qui continue à contrôler le pays. Alors, il est vrai que c'est déjà une défaite symbolique très forte pour le président Saleh d'avoir été obligé de partir, en plus dans ces circonstances, en Arabie Saoudite. Parce que son palais a été bombardé. Son palais a été bombardé, il a été gravement blessé, il doit même subir une opération de chirurgie esthétique, semble-t-il. On parle même d'une quinzaine de jours dans un hôpital en Arabie Saoudite. Dans le même temps, celui qui, aujourd'hui, théoriquement, gouverne, c'est le vice-président, Abdelrabbo Mansour Hadi, qui est vice-président depuis 1994. Donc, quelque part, il représente le Sud symboliquement et il est surtout un homme de paille. Mais en même temps, il est aujourd'hui, disons, une carte dans les mains de l'opposition, puisque dans le plan de sortie de crise préparé par les pays du Golfe, on prévoyait que celui qui assurerait la transition serait le vice-président. Alors, le fait que le président Saleh soit en ce moment en Arabie Saoudite, est-ce que ça permettrait justement de relancer ce plan de paix? Parce que finalement, le plan des pays du Golfe était en fait de faire partir Saleh du pouvoir en lui garantissant une certaine forme d'immunité. Tout à fait. Et il faut aussi signaler que ce plan de sortie de crise avait été signé par les partis de l'opposition, bien sûr, mais aussi par le parti du président, le Congrès populaire général. Lui-même avait refusé de le signer et puis le lendemain, il commençait les hostilités en bombardant la résidence du chef tribal Sadek Al-Ahmar. Aujourd'hui, il est certain que l'opposition est en position de force et que des négociations se déroulent, notamment pour que ce plan de sortie de crise redevienne d'actualité. Alors, si on comprend bien, ça veut dire qu'en ce moment, au moment où le président Saleh est encore en Arabie Saoudite, on peut imaginer que Riyad en particulier est en train de négocier ou d'essayer de le persuader de rester à l'étranger, en tout cas de ne pas retourner prendre le pouvoir, alors que les autorités officielles à Sanaa ont dit que le président Saleh allait retourner dans le pays. C'est ça qui est en train de se passer, avec le soutien d'ailleurs des pays occidentaux, nous d'abord la France et les États-Unis, qui effectivement espèrent une transition démocratique, pacifique en tout cas, à défaut d'être démocratique, pacifique. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le président Saleh est aujourd'hui l'objet de fortes pressions internationales, comme il l'était d'ailleurs il y a quelques semaines, mais là aujourd'hui de façon plus forte encore, puisqu'il est entre les mains, si on peut dire, de l'Arabie Saoudite, qui voudrait à tout prix justement que ce plan de sortie de crise, qui prévoit le départ du président Saleh de son poste de président, soit appliqué. Alors, est-ce qu'ils vont obtenir sa signature? Et il est certain qu'aujourd'hui aussi, ce qui se négocie, c'est effectivement l'immunité du président, qui avait été déjà prévue dans ce plan de sortie de crise, et aussi l'immunité de ses proches. Il ne faut pas oublier que ses fils et neveux sont à la tête d'organes de sécurité qui ont conduit une répression féroce ces derniers jours. Fils et neveux qui, pour le moment, sont encore au Yémen et sont encore à la tête de la garde républicaine notamment et en train de contrôler militairement une partie du pays. Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, le pouvoir au Yémen soit bicéphale, c'est-à-dire d'un côté le vice-président en charge théoriquement du pouvoir, et puis de l'autre, exactement, et puis de l'autre côté la garde rapprochée du président, ses fils et neveux qui dirigent la garde républicaine et d'autres organes de sécurité et qui, semble-t-il, ont formé un comité militaire, mais qui ont à faire face à aussi une partie de l'armée qui a fait dissidence et qui a rejoint le camp de l'opposition à partir du mois de mars, notamment un des demi-frères du président, le général Ali Morsen. Alors, de l'autre côté, si on parle de l'opposition en général, il y a le clan des Hachèdes qui essaye un petit peu finalement on dirait presque, on a l'impression qu'il veut surfer sur la contestation populaire qui a lieu en ce moment. Quelles sont ses chances de réussir à prendre le pouvoir en ce moment? Alors, la confédération tribale des Hachèdes est dirigée par Sadek Al-Ahmar, le chef tribal qui a été bombardé, si on peut dire, dont la résidence a été bombardée par les forces du président. Et puis son frère, Hamid Al-Ahmar, qui est lui chef d'un des principaux partis de l'opposition, le parti islamo-tribal, le Rassemblement yéménite pour l'opposition. Et donc, cet élément, disons, conjoint
politique avec le principal parti de l'opposition, plus la solidarité tribale, le fait de cette dimension tribale de ce mouvement, fait qu'ils sont aussi en position de force, d'autant plus qu'ils ont participé au pouvoir durant ces dernières années et qu'ils en connaissent très très bien les rouages. Alors donc on pourrait retourner l'argument en disant que finalement ils ne sont pas extrêmement crédibles dans la mesure où ils ont participé effectivement au pouvoir du président Saleh pendant énormément d'années et que finalement, en tout cas pour les contestataires dans la rue, ils ne sont pas très blancs. Alors, à partir du mois de mars, février-mars, une partie des tribus ont rejoint les contestataires dans la rue, notamment à Sanaa. Mais il y a aussi une défiance de la part des jeunes, notamment, et d'autres partis de l'opposition, par rapport à la famille tribale des Hashed, des Ahmar, pardon, du fait qu'ils ont été associés au régime, et puis aussi du fait que aussi bien Sadek ou Hamid al-Ahmar que le général Ali Marsen font partie également de ce système aussi clientéliste, de corruption et de prébande. Donc il y a une certaine défiance vis-à-vis de ces personnages. Donc un système clientéliste qui va se maintenir malgré ou même s'il y a un changement de pouvoir finalement, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Alors, je pense aussi qu'il ne faut pas qu'il se suicide politiquement, le clan des Ahmar de la tribu des Hashed ou le général Ali Morsen. Il faut maintenant qu'ils prennent en considération aussi une opposition qui est plurielle, qui comporte d'autres partis et qui, notamment dans sa dimension sudiste, pourrait aussi leur causer des problèmes. Alors vous parlez de dimension sudiste. Jusqu'à maintenant, le président Saleh se présentait un petit peu comme le seul garant de l'unité du pays. Est-ce que s'il a un successeur, quel que soit le successeur, il y a quelqu'un qui est capable de maintenir cette unité? Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que le vice-président est originaire du Sud. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il avait été nommé à ce poste en 1994. On semble aller vers un processus de décentralisation. À la fois, la revendication sudiste a tué sa demande de séparation, de séparatisme, et en même temps, l'opposition parlementaire, légale, a reconnu la spécificité de la question sudiste. Donc, l'opposition, dans sa composante sudiste, et puis l'opposition parlementaire, vont certainement aller vers une formule nouvelle qui serait une formule de décentralisation pour permettre aux provinces du Sud de ne plus se sentir marginalisées dans l'ensemble yéménite. Alors le président Saleh se présentait également comme un petit peu le garant ou un rempart contre le terrorisme et contre Al-Qaïda qui est présent sous la forme de Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Est-ce que ce risque d'Al-Qaïda est vraiment réel ou est-ce qu'il s'agit d'un mythe comme semblent le dire certains experts? AP dit qu'il ne serait peut-être pas plus de 300 hommes sur place. Effectivement difficile de dire combien ils sont. Ce qui est sûr, c'est que Al-Qaïda dans la péninsule arabique a été proclamé en 2009, en janvier 2009, donc il existe. Et dans le même temps, ça a été une carte instrumentalisée par le pouvoir pour faire monter la pression et surtout les aides des donateurs étrangers, notamment les puissances occidentales et l'Arabie saoudite. Donc c'est un épouvantail qu'il a souvent agité. Et aujourd'hui, dans la ville côtière du Sud, de Zanzibar, où on prétend que des militants djihadistes sont emparés de la ville, il est difficile de penser que ce soit Al-Qaïda toute seule qui soit emparée de la ville, d'autant plus que dans cette région, il y a eu de nombreux bombardements qui ont été effectués par l'armée yéménite et donc un ressentiment extrêmement fort par rapport à l'armée. Et donc, il peut y avoir aussi différentes forces qui se sont alliées pour prendre cette ville des mains de l'armée. 3 Français ont été enlevés d'ailleurs dans le sud du Yémen. Est-ce que vous avez des informations sur leur sort, qui aurait pu les enlever, où en sont les négociations, s'il y a des négociations? Pour l'instant, j'avoue que je n'ai aucune information à ce sujet, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, qu'on n'ait aucune revendication, aucune manifestation d'un groupe quel qu'il soit, politique ou tribal. Donc pour l'instant, c'est effectivement l'attente. On a l'impression que finalement, en ce moment au Yémen, une contestation populaire qui s'exprime et se manifeste dans la rue risque ou peut être récupérée finalement par des rivalités claniques assez traditionnelles. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le scénario qui est en train de se jouer sous nos yeux? Et effectivement, il y a un risque que la révolution soit confisquée. Il ne faut pas oublier aussi que cette révolution, elle a commencé par la jeunesse qui s'est mobilisée dans les grandes villes du pays, Aden, Taïs, Sanaa, et que dans le même temps, cette révolution, elle a été rejointe un peu tardivement par les partis de l'opposition, et puis ensuite par une partie de l'armée dissidente. Et qu'aujourd'hui, effectivement, la rivalité politique semble se concentrer autour de ceux qui avaient participé
participer à ce système, c'est-à-dire la parentèle de la famille du président Saleh et ses principaux rivaux de la tribu Hached. Ça veut dire que rien ne va changer véritablement? Il n'est pas certain que la contestation se réduise seulement au départ ou se contente seulement du départ du président Saleh. Je crois qu'aujourd'hui, une dynamique a été enclenchée. Les partis de l'opposition ont montré aussi qu'ils étaient actifs, pas seulement le Rassemblement yéménite pour la réforme, mais aussi le Parti socialiste. Il y a aussi le mouvement sudiste, il y a aussi cette jeunesse qui a commencé à se structurer, qui a organisé des coordinations. Et je pense que la demande de démocratisation est forte et qu'elle va s'amplifier dans les semaines qui vont suivre. Alors dans l'introduction, je disais que le destin du Yémen est hésite un petit peu entre transition pacifique et guerre civile. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Le Yémen, malgré son état de pauvreté terrible, 24 millions d'habitants, mais un chômage extrêmement important parmi la jeunesse, pays le plus pauvre de la péninsule. A aussi une explosion démographique également. Exactement, a aussi des atouts intéressants, importants sur le plan social. Par exemple, une vie associative extrêmement riche, l'existence de partis politiques, une presse pluraliste, une classe moyenne aussi qui existe, éduquée. Et donc je pense que ces atouts-là peuvent être un gage aussi pour l'avenir et pour cette transition. Donc pour vous, pas de risque de guerre civile tout de suite maintenant, en 2 mots, puisque c'est la fin de l'émission? Il y a toujours un risque, bien sûr, notamment si le clan Saleh, le fils et neveu qui contrôle les organes de sécurité, se durcissait, c'est-à-dire ne voulait pas renoncer au pouvoir. Je vous remercie beaucoup, Franck Mermier, pour ces mots de conclusion. C'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com, en français, en anglais et en arabe. Merci, l'info continue sur France 24.